La démocratie est-elle la fin de l'histoire? Ou alors, peut-on critiquer la démocratie? Et peut-on même, en tant que progressiste, imaginer et même souhaiter une autre organisation de nos vies politiques? C'est la question que je voudrais poser dans cette série d'émissions pour Blast, dont voici le 2e épisode. Pour ce qui me concerne, je crois dans la démocratie. La démocratie consiste à ce que des gens votent pour un mandat donné. La France est en état d'asphyxie démocratique. La démocratie, c'est pas le pouvoir de la rue. Non, les conditions de la démocratie normale ne sont plus réunies en France. Oui, peut-être. Je suis un combattant de la démocratie. Le combat qu'on mène, c'est aussi un combat contre la démocratie, pour la démocratie. Faites mieux. Merci. Quand on veut réfléchir de manière critique sur la démocratie, l'une des principales difficultés que l'on rencontre est que notre rapport à la démocratie est presque toujours basé sur des mythes ou des notions abstraites qui nous en cachent la vérité. Ce qui fait que nous nous trompons souvent sur la réalité de ce régime et de ce que veut dire vivre en démocratie. On définit souvent la démocratie comme le gouvernement du peuple par le peuple, un régime où le peuple se gouvernerait lui-même, un régime où c'est la souveraineté populaire qui fait la loi, où les députés représentent la nation. Et donc, nous pouvons avoir peur qu'une critique de la démocratie nous conduise à nous priver d'un pouvoir sur nous-mêmes, de notre liberté et de notre autonomie. Mais le problème avec de telles formules creuses, qui associent démocratie et autogouvernement, est qu'elles sont mythologiques et trompeuses, et donc qu'elles ne nous permettent ni de comprendre la politique, ni même de fonder un idéal à construire. Car dès que l'on parle de politique, tout fantasme d'unité et d'unification est dénué de pertinence. À partir du moment, en effet, où nous vivons dans un monde pluriel et divisé, il y aura toujours des conflits, des désaccords, des clivages. Autrement dit, il est impossible d'abolir l'idée d'antagonisme quand on réfléchit sur le gouvernement. L'idée d'autogouvernement, l'idée de peuple souverain et autonome est dénuée de sens. Un peuple ne se gouverne pas. Un peuple est un espace à l'intérieur duquel certains individus en gouvernent d'autres. C'est un lieu d'affrontement entre des groupes, des fractions de groupes, des intérêts. Comme le disait le philosophe Maurice Merleau-Ponty, si nous croyions au mythe démocratique, nous ne perdrions jamais une élection, puisqu'une élection serait un moment où la volonté générale, c'est-à-dire notre volonté en tant que citoyen, serait déterminée. Mais puisque nous savons qu'il y a des défaites électorales, que souvent l'annonce des résultats nous place dans un état de tristesse et de détresse, nous savons qu'en vérité le vote est un moment de guerre sociale où certains individus ou groupes d'individus parviennent à utiliser l'appareil d'État pour imposer leur volonté à d'autres. Et cela serait vrai aussi bien dans une démocratie représentative que ça le serait dans une démocratie directe. Merleau-Ponty disait que nous votons toujours en violent. Autrement dit, la définition de l'idéal démocratique comme gouvernement du peuple par le peuple n'a pas de sens. En vérité, la politique, ce sera toujours le gouvernement d'une partie du peuple sur une autre, et si la démocratie n'est pas et ne sera jamais le gouvernement du peuple par le peuple, alors critiquer la démocratie ne veut pas dire prôner un régime où d'autres que le peuple feraient la loi, c'est simplement chercher un meilleur mécanisme pour déterminer pourquoi certaines idées ou certaines personnes pourraient être amenées à en gouverner d'autres. Comment, alors, définir la démocratie et pourquoi peut-on dire qu'elle forme un régime problématique? En fait, d'un point de vue réaliste, on peut définir la démocratie comme un régime concurrentiel libre. C'est un régime qui organise une compétition libre entre différentes opinions et qui les départage par des élections. La démocratie est une technique, une procédure qui reconnaît qu'il y a plusieurs idéologies en circulation sur un territoire, qui ne les régule pas a priori, ni n'en interdit l'expression comme dans les régimes autoritaires, et qui instaure des campagnes électorales et des élections pour choisir laquelle aura la légitimité à gouverner. Dans l'un des textes qui s'efforce d'expliciter les principes fondateurs de la démocratie, le juriste autrichien Hans Kelsen écrit qu'en fait le point central de l'idée démocratique, et peut-être même de l'éthique démocratique, réside dans l'affirmation de ce qu'il appelle un relativisme des opinions. L'idée de démocratie consiste à considérer la volonté politique de tous égale et à respecter toutes les opinions. Ce qui définit l'essence de la démocratie, c'est la conviction que l'on ne peut pas trouver des critères intrinsèques pour hiérarchiser les opinions et pour choisir entre elles. Par conséquent, seule la compétition électorale et le vote fournissent un critère possible pour désigner laquelle pourra revendiquer sa légitimité et son droit à gouverner.
On voit ici qu'en termes de valeurs fondamentales, il n'y a aucune différence entre démocratie représentative et démocratie directe. L'un des lieux communs de la démocratie est de dire que l'on respecte les opinions des autres, que personne ne saurait prétendre détenir la vérité du monde social, que tout le monde devrait avoir le droit de s'exprimer dans un débat libre et que chacun doit s'en remettre au résultat de vote qui tranchera. Mais le problème est que nous savons tous toujours immédiatement qu'une telle affirmation est fondamentalement fausse et que nous ne pouvons pas l'accepter entièrement. Comme le dit de manière définitive Simone Weil dans son pamphlet pour la suppression des partis politiques, je la cite, « Si la République de Weimar, au lieu de Hitler, avait décidé par les voies les plus rigoureusement parlementaires et légales de mettre les Juifs dans des camps de concentration et de les torturer avec raffinement jusqu'à la mort, les tortures n'auraient pas eu un atome de légitimité de plus qu'elles n'ont maintenant. » Or, pareille chose n'est nullement inconcevable. Autrement dit, nous savons tous déjà qu'il y a un problème potentiel avec l'idée du relativisme et du respect de toutes les opinions que brandit la démocratie. Nous savons déjà qu'il y a des opinions ou certaines idéologies qui ne sont pas acceptables et que nous ne pouvons pas accepter de les mettre sur le même plan que les autres au sein d'un débat, au risque de les voir un jour gagner la compétition électorale. Mais voilà alors la question que je voudrais poser. Pourquoi ce qui nous semble évident pour le fascisme et le nazisme ne pourrait pas nous sembler tout aussi évident pour certaines politiques économiques, pour certaines mesures écocides, pour certaines politiques pénales, pour certaines politiques migratoires, pour certaines doctrines du maintien de l'ordre qui sont aujourd'hui mises en œuvre dans des démocraties de manière parfaitement légale? Où doit commencer le relativisme des opinions et la concurrence entre des opinions et quand doivent-ils s'arrêter? Jusqu'à quelle limite peut-on ne pas hiérarchiser les opinions et peut-on accepter que quelqu'un dise « c'est mon opinion » pour que son avis soit considéré comme légitime et qu'il ait le droit de tenter de me l'imposer? Je crois que vous avez dit travail, famille, patrie. Oui, C'est le slogan du monsieur Pétain, ça. Oui, d'accord, mais moi c'est mon slogan et ce sont mes valeurs. Ok. Et le mérite aussi, le travail aussi, et la famille aussi. L'interrogation que l'on peut opposer à la culture démocratique serait donc de savoir si celle-ci ne nous conduit pas trop vite et trop facilement à accepter aveuglement le relativisme comme une donnée indépassable de la politique, mise à part pour quelques doctrines extrêmes. À partir de quand l'inacceptable peut-il devenir acceptable et la démocratie place-t-elle au bon endroit la frontière? Par exemple, plusieurs études statistiques ont montré, à l'aide de comparaisons internationales, l'existence d'une relation robuste entre politique de gauche et amélioration de certains indicateurs de santé comme la mortalité infantile ou l'espérance de vie, et à l'inverse, l'existence d'une dégradation de ces indicateurs lorsque des partis conservateurs ou libéraux accèdent au pouvoir et mettent en place les mesures qu'ils préconisent. Et donc, en quel sens peut-on considérer ces opinions réactionnaires comme respectables, comme l'ayant le droit de revendiquer un droit à gouverner et donc à tuer autrui? Ne pas partir de ces données pour envisager une autre organisation de la politique signifie que nous acceptons de laisser les individus mourir ou souffrir à cause d'un attachement formel à la démocratie, ou autrement dit, que nous préférons que des personnes meurent plutôt que de critiquer l'idée d'un relativisme des opinions. Et dans le système actuel, l'interdit moral « tu ne tueras point » devrait en fait se traduire par la prescription politique « tu ne voteras pas à droite ». Interroger l'idéal démocratique, c'est selon moi accepter de lever l'un des tabous de la culture démocratique, c'est assumer frontalement que l'un des problèmes majeurs des démocraties pour tout progressiste est qu'il y a en effet quelque chose d'indécent dans l'idée selon laquelle quelqu'un peut mentir, être totalement incompétent sur un sujet, énoncer des fantasmes articulés à des contre-vérités et, s'il emporte la majorité des voix, imposer sa volonté aux autres. L'argument de Socrate selon lequel toutes les opinions ne se valent pas, et que de la même manière que si l'on veut construire une maison, on se soumet à l'avis d'un charpentier. On devrait accorder plus de poids à certains spécialistes dans l'action politique, a beau être ancien et 1000 fois répété, il reste convaincant. Et il ne suffit pas de dire qu'il est antidémocratique pour le récuser, puisque c'est son objectif assumé. Pour justifier la démocratie, nous devons justifier pourquoi certains devraient avoir le droit d'imposer de mauvaises décisions aux autres, écrit à juste titre le politiste Jason Brennan dans un ouvrage où il plaide explicitement pour substituer à la démocratie ce qu'il appelle une épistocratie. Il propose de considérer le vote comme le permis de conduire, c'est-à-dire non pas comme un droit inconditionnel qu'on obtiendrait automatiquement à sa majorité, mais comme un droit qui devrait être soumis à certains prérequis et tests en termes de connaissances et d'informations, puisque comme conduire, voter ou participer au gouvernement sont des actions qui peuvent heurter autrui si on les entreprend sans avoir les compétences nécessaires pour le faire. Si vous soutenez
inconditionnellement la démocratie? Considérez-vous que mentir dans la sphère politique est un droit inaliénable? Manipuler la vérité, ou même se tromper, ne pas savoir, ignorer, gouverner grâce à ces manipulations et nuire à autrui pour cette raison, doivent-elles être regardées comme des actions sacrées? Ce que nous devons examiner avec cette série de questions, c'est donc de savoir s'il n'existe pas une tension inadmissible entre l'idée de la connaissance du monde, d'une part, et d'autre part les principes du relativisme des opinions, d'arbitrage par le vote et donc de démocratie. Et si oui, est-ce qu'il n'y aurait pas souvent des méthodes bien plus rationnelles que l'élection pour choisir entre différentes options? Je pense que nous ne pouvons pas réfléchir sur la démocratie sans partir d'une donnée fondamentale, l'existence d'un écart considérable entre les savoirs établis sur tant de dimensions de l'existence humaine, sur la prison, la drogue, la migration, la santé, les violences domestiques, le climat, le crime, et les opinions diffusées et tolérées dans l'espace médiatique et politique, et même, et c'est encore plus grave, entre ces savoirs et les décisions votées ou mises en œuvre dans le champ parlementaire ou gouvernemental. C'est même un gouffre que très souvent les chercheurs perçoivent avec une véritable et profonde angoisse. Cet écart est-il acceptable? Cet écart, est-ce que paradoxalement et de façon perverse, la démocratie ne nous conduit pas à l'accentuer, voire à le célébrer, car nous y voyons une preuve de notre liberté? Au fond, est-ce que derrière notre attachement à l'idée démocratique, à l'idée d'opinion, à l'idée de débat, au droit de dire tout ce que l'on croit penser, ne se cacherait pas en fait une addiction au mensonge et à la manipulation, et une tendance étrange à associer l'idée de liberté à la pratique du mensonge? Autrement dit, il y aurait quelque chose de contradictoire à se plaindre, que nous soyons aujourd'hui entrés dans l'ère de la post-vérité et dire que celle-ci nuit à la démocratie, puisqu'en fait les deux sont intrinsèquement liés. On peut évidemment, et l'on doit s'interroger sur le concept de vérité, sur la science, sur son autorité, sur l'objectivité, mais il ne faut pas que de telles interrogations empêchent de prendre conscience de l'existence objective de mensonges flagrants aux effets délétères dans l'espace public. Par exemple, dans un ouvrage sur les discours publics sur l'immigration, le démographe François Héran souligne à quel point le personnel politique de droite et d'extrême droite, ministres, députés, présidents de partis, ne cesse d'utiliser des statistiques et des chiffres pour parler de la migration et pour appeler à des réformes conservatrices, mais qu'ils propagent systématiquement des chiffres manipulés et des fausses informations. On va écouter le ministre de l'Intérieur en exercice commentant les derniers chiffres sur l'immigration en France. Trop, c'est trop. Mon souhait, c'est que la France ne soit pas plus attractive en matière d'immigration que le reste des pays d'Europe. Elle doit revenir au milieu du tableau. Alors je vais prendre des choses très, très simples. Les nouveaux titres de séjour délivrés en 2023 dans les pays de l'OCDE. Alors les débuts du classement, vous voyez, c'est le Luxembourg, l'Islande, la Suisse. J'ai numéroté les pays pour qu'on puisse les suivre. Et vous allez me dire, mais où est la France dans tout ça? Eh bien la France est ici. Elle est au 25e rang. Il prouve, à travers plusieurs exemples, en quoi les paniques de la droite sur la migration et les projets xénophobes qui en découlent s'ancrent toujours dans un ensemble de contre-vérités sur le nombre de migrants qui arrivent et s'installent, sur l'attractivité de la France, sur l'immigration illégale, sur l'origine de la migration. Par exemple, de nombreuses prises de position s'emploient à décrire la France comme le pays le plus attractif d'Europe à cause de ses dispositifs d'aide sociale et médicale et avancent que contre cette submersion, il y a urgence de réformer ces dispositifs. Or, si l'on regarde les chiffres, la France se situe dans la moyenne, voire dans la moyenne basse des pays de l'Union européenne en termes d'accueil des migrants. Si l'on regarde les demandes de protection de Syriens, Irakiens et Afghans, entre 2014 et 2020, la France n'a traité que 4% du total des demandes déposées dans l'Union européenne, alors que la France représente 13% de la population européenne. Elle aurait donc dû en accueillir au moins 3 fois plus pour simplement prendre sa part. Ici, il ne s'agit pas de désaccord. Il s'agit de faits objectifs, de vérités et de mensonges de la droite et de l'extrême droite pour appuyer des politiques cruelles. Autre exemple, cette fois sur la politique pénale. En 2015, une petite fille a été tuée par un récidiviste qui avait déjà été condamné puis libéré de prison. Immédiatement, Laurent Wauquiez a accusé Christiane Taubira, alors ministre de la Justice, et sa politique pénale d'inspiration moins répressive, d'être responsable de sa libération anticipée et donc, enfin, du meurtre de la petite fille. Or, en réalité, le meurtrier avait purgé sa peine avant l'entrée en vigueur des réformes proposées par Taubira, en sorte que celle-ci n'avait aucun impact sur son parcours carcéral. Là encore donc, un pur mensonge. Je ne mentionne que ces deux exemples sur la politique migratoire et la politique pénale, qui sont deux obsessions malsaines de la droite et de l'extrême droite, mais je pourrais en prendre des dizaines d'autres. Le rapport entre la droite et la pratique du mensonge a été amplement établi.
En janvier 2025, une étude statistique de grande ampleur a montré que plus un parti est à droite, plus il diffuse de fake news. Elle se fonde sur l'analyse des posts publiés entre 2017 et 2022 par tous les députés possédant un compte X dans 26 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie ou la Suède, mais aussi le Royaume-Uni, la Turquie, les États-Unis, le Canada ou l'Australie. Les chercheurs ont croisé les contenus diffusés avec des bases de données statistiques et scientifiques afin de tester la fiabilité de chaque personnalité politique et chaque formation. Et leur étude montre que le populisme de droite est le principal facteur de diffusion de la désinformation. Les partis de gauche dans leur ensemble ont moins recours à cette pratique. Les partis conservateurs et d'extrême droite présentent les niveaux de fiabilité les plus faibles. À l'inverse, toutes les tendances de gauche, qu'elles soient radicales, écologistes ou social-démocrates, affichent des résultats meilleurs et similaires. Pour le dire autrement, plus un parti se situe à droite de l'échiquier politique, plus ses membres diffusent de fake news. Ça ne rentre pas dans l'article 91 de la Constitution, le référendum sur l'immigration. Oui, 11. 11. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Non. On vous dit non, Pascal. Ces études montrent que le progressisme a tout à gagner à affirmer un lien consubstantiel non pas avec les idées démocratiques d'opinion, de campagne électorale et de vote, mais avec la véridiction. Car si nous nous privons de cette ressource, nous perpétuons une croyance que les forces réactionnaires ont intérêt à propager, à savoir que les différences entre les projets progressistes et réactionnaires renverraient à des différences d'opinion ou de valeurs, et que donc, au fond, seul le vote pourrait trancher entre ces options, toutes aussi respectables. Sans doute, il existe quelques questions pour lesquelles de l'indécidable demeure, et j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Mais beaucoup d'arguments plaident pour l'idée selon laquelle il y a une relation fondamentale entre la connaissance, la réflexion et le progrès. Sur de très nombreux terrains, les pôles réactionnaires et progressistes ne sont pas équivalents, en sorte que des méthodes bien plus rationnelles que le vote devraient prévaloir pour trancher entre eux. D'un point de vue plus stratégique et donc institutionnel, la conséquence que nous devons tirer de telles remarques est celle-ci. Pourquoi ne pas réfléchir à une organisation de la politique qui pourrait contraindre les discours politiques à une certaine norme de vérité ou au moins à une exigence de véridiction ? Ne pourrions-nous pas reformuler notre culture politique en érigeant comme valeur fondamentale la véridiction plutôt que comme dans la culture démocratique, l'opinion et l'expression ? Pourquoi ne pourrait-on pas imaginer par exemple que lorsqu'un homme politique ment, invoque des chiffres faux, comme dans les exemples que je viens de prendre sur l'immigration ou la répression, lui ou son mouvement puisse être éloigné du champ médiatique ou politique, par exemple en termes de droit d'apparaître publiquement pour un certain temps, ou même du droit de se présenter à une élection, et donc il y aurait une sorte de droit à agir politiquement qui fonctionnerait un peu comme le permis de conduire à point. Ou alors, ne pourrait-on pas imaginer que l'on puisse, en cas de mensonge avéré de la part d'un représentant d'un parti, diminuer les subventions de ce parti ? Car quel sens y a-t-il à financer publiquement la recherche si c'est pour financer ensuite des partis qui ignorent, manipulent ou falsifient la recherche ? Je ne peux évidemment dans cette vidéo développer l'ensemble des questions que j'affronte dans mon livre, mais je voudrais en souligner une. L'une des questions essentielles que nous devrions rouvrir, si nous voulons ouvrir nos imaginaires au-delà de la démocratie, serait de savoir comment accorder à la connaissance un pouvoir contraignant, c'est-à-dire comment nous pourrons lui permettre de devenir un véritable contre-pouvoir à la volonté des gouvernants ou de parlements élus. De la même manière que nous donnons à des juges le pouvoir de censurer des lois votées au nom de la Constitution, pourquoi ne pourrions-nous pas donner à des scientifiques le pouvoir de censurer des lois ou des projets de loi au nom de la recherche quand ces présuppositions vont à l'encontre de l'état des savoirs. Après tout, il y a tant de connaissances aujourd'hui disponibles sur la migration, les drogues, l'emprisonnement, les inégalités, l'environnement, mais qui ne se traduisent pas par la mise en place des politiques adéquates, voire malgré lesquelles des mesures dont nous savons qu'elles vont être désastreuses sont prises. Puisqu'il n'y a pas de force intrinsèque de l'idée vraie, le rôle de la politique ne devrait-il pas être de lui donner une force institutionnelle ? Nous pouvons certes objecter qu'il existe des désaccords scientifiques, mais il existe aussi des désaccords juridiques, et cela n'empêche pas les juges d'avoir le pouvoir de contraindre parfois les gouvernements. Par exemple, en juillet 2025, une alliance de la droite et de l'extrême droite a adopté à l'Assemblée nationale la loi du plomb. Cette loi prétendait aider les agriculteurs en allégeant les contraintes qui pèsent sur leur métier. En réalité, elle démantelait tout un ensemble de normes qui avaient été édictées au nom de la santé publique et de la protection de l'environnement. Cette loi représente une catastrophe d'un point de vue sanitaire et écologique en facilitant l'utilisation de pesticides ultra dangereux,
la construction de méga-bassines qui dérèglent le cycle de l'eau et l'élevage industriel. Dans un article du Monde, publié quelques jours après l'adoption de ce texte, le journaliste Stéphane Foucard raconte l'étendue des mobilisations de toutes parts contre ce texte. Il détaille contre qui la majorité des députés a voté en votant ce texte. Je le cite. « Ils ont voté contre tout ce que la France compte d'associations de défense de l'environnement, contre 22 sociétés savantes médicales, contre la Ligue contre le cancer, contre les administrateurs et les personnels de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, contre le 3e syndicat agricole de France, contre la Fondation pour la recherche médicale, contre la Fédération des mutuelles de France, représentant plusieurs millions d'assurés, contre le conseil scientifique du CNRS, contre la Fédération des régies d'eau potable, contre des centaines de médecins et de chercheurs qui ont signé Intuiti Persona des tribunes et des lettres ouvertes. Même le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est exprimé contre cette loi. Pour justifier leur soutien à cette loi, malgré les avis de tous ces spécialistes, le journaliste ajoute que les députés n'ont eu d'autre solution que de manier des arguments fallacieux, voire d'inverser le réel, comme si dans leur monde, les faits étaient devenus totalement accessoires. Et il conclut en écrivant que devant tant de mensonges, de contre-vérités, d'hostilité à la science, l'adoption de la loi du plomb marque une rupture démocratique. Mais quel est le sens de cette dernière déclaration ? Quel sens y a-t-il à appeler rupture avec la démocratie, le vote, exprimé par une assemblée élue dans un pays où les élections sont libres. Qu'une telle loi ait pu être votée malgré les avis scientifiques est au contraire un effet de la démocratie, et même une conséquence directe de la conception de la fabrication de la loi et de l'opinion qu'elle instaure, du fait qu'elle dit à chacun d'entre nous « c'est votre opinion, vous avez le droit de la défendre, et si vous êtes majoritaire, de l'imposer ». C'est à l'inverse l'opposition à cette loi qui fait fondamentalement jouer un critère non démocratique, l'affirmation d'une politique qui devrait être fondée sur la connaissance plutôt que sur le pouvoir parlementaire, qui considère qu'un principe de respect des acquis de la science devrait primer sur les principes de pluralisme des opinions et de majorité, et donc devrait s'imposer à tous. Il est à noter que finalement cette loi a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons d'ordre juridique. Mais pour quelles raisons nous semble-t-il inconcevable d'imaginer qu'un conseil scientifique puisse aussi détenir le pouvoir de censurer cette loi pour des raisons d'ordre scientifique ? Qu'il y ait, à côté d'un conseil constitutionnel, des conseils scientifiques qui contrôlent la conformité des textes à l'état des connaissances. Seul un raisonnement simpliste, qui pense à travers des catégories binaires, dictature contre démocratie, pourrait considérer qu'une telle proposition de régulation scientifique de la politique représente une forme d'appel à un retour à des formes autoritaires de gouvernement, voire un appel à la résurgence de régimes de type soviétique qui instauraient des censures et des limitations des libertés publiques et académiques au nom du juste. Car c'est exactement l'inverse que je propose d'examiner ici. Ce qu'il serait intéressant de promouvoir ici, ce serait en aucun cas de soumettre la science à la politique et à des injonctions a priori, mais le contraire, de soumettre au moins partiellement la politique à des contrôles autonomes d'ordre scientifique. Contrairement à ce que l'on a pu constater dans les régimes soviétiques, il s'agirait en quelque sorte de conserver et même d'augmenter la liberté académique, la liberté de publier, la liberté de penser, la liberté de discuter, notamment dans les champs de connaissances, mais d'envisager ensuite, dans un second temps, de réguler la parole et surtout l'action gouvernementale ou législative à partir des enseignements, des productions autonomes de ces champs. Ce qu'il s'agit ici d'interroger fondamentalement, c'est en fait la conception du pouvoir politique que construit l'idée démocratique et peut-être sa filiation inconsciente avec des formes de pouvoir autoritaire. L'idée démocratique construit l'espace de la politique comme un centre vers lequel toutes les attentions sont tournées et comme un lieu sacré qui devrait être délivré de toute contrainte puisqu'il s'agit de l'espace de la souveraineté. La rhétorique démocratique produit à travers l'idée de souveraineté populaire, une sorte d'entité mythique qui devrait pouvoir vouloir tout ce qu'elle veut, car telle serait l'expression de sa liberté, telle serait l'expression de notre liberté politique en tant que peuple, et en fait c'est ce qui nous prive de toute capacité de la stopper, même en cas de décision catastrophique. Un progrès de la politique s'accomplira lorsque l'on constituera le pouvoir étatique non plus comme le lieu ultime et autonome de la décision, mais comme un espace sous surveillance et encadré par des pouvoirs qui lui échappent. Il faut décentrer le pouvoir. Il faut en faire un espace contraint et soumis à d'autres pouvoirs, à d'autres rationalités, précisément afin de l'empêcher d'être une chambre d'écho des pulsions sadiques, partielles ou ignorantes, qui hantent le monde social.
De la même manière qu'il devrait exister des contrôles extrêmement puissants sur l'activité de la police, étant donné les pouvoirs extravagants qu'elle détient sur les individus. En un sens, la police n'est jamais assez contrôlée. Il devrait sembler normal que le champ gouvernemental et législatif soit contrôlé par des pouvoirs extrêmement puissants. Instaurer de tels contrôles ne consisterait donc pas à créer un nouveau pouvoir absolu, comme dans les États totalitaires, mais au contraire à soumettre l'État à des pouvoirs pluriels et autonomes, libres et indépendants. Il est certain qu'un tel système ne sera pas parfait et que les scientifiques et les spécialistes d'une question peuvent aussi se tromper. Mais les majorités et les assemblées élues se trompent aussi, et probablement dans des proportions bien plus grandes et avec des conséquences bien plus graves, et cela n'empêche pas que nous leur accordions du pouvoir aujourd'hui. La question fondamentale à laquelle je ne cesse de penser, et qui travaille mon interrogation de la démocratie, est celle-ci. Pourquoi existe-t-il des lois pour interdire de faire du mal à autrui en le frappant, mais pas pour interdire de faire du mal à autrui en mentant, en votant ou en prenant des mesures politiques fondées sur la tromperie et le fantasme? Je ne peux pas pousser quelqu'un dans l'eau pour qu'il se noie, mais je peux proposer des lois ou voter pour des partis qui vont condamner des gens à se noyer. Comme le souligne une fois encore à juste titre Jason Brennan, nous acceptons de limiter une liberté fondamentale comme la liberté de circulation et d'instaurer des réglementations, par exemple sur les véhicules, pour lutter contre les nuisances que les individus pourraient s'infliger les uns les autres en matière de pollution. De la même manière, il ne devrait donc pas sembler aberrant de limiter certains droits politiques pour lutter contre les dommages que les personnes pourraient s'infliger les unes les autres à travers leur comportement politique. Personne ne devrait avoir le droit de heurter autrui et cette interdiction devrait régner aussi bien dans la vie sociale que dans la vie politique. Si l'on ne saurait blesser directement quelqu'un par ses mains, on ne devrait pas plus avoir la possibilité de le faire administrativement par ses votes, c'est-à-dire également par ses mains. Et l'on devrait alors peut-être se tourner vers la psychanalyse pour se demander pourquoi la critique de la démocratie suscite tant de résistance. Est-ce que l'adhésion à la démocratie, le refus de limiter les droits politiques, ne s'enracine pas chez certains dans une forme de désir sadique ou cannibale de pouvoir continuer d'avoir le droit d'infliger de la souffrance aux autres et de se sentir en droit de le faire, et surtout de ne pas supporter d'être limité dans cette activité? C'est comme si les forces réactionnaires transposaient dans le champ politique ce qu'elles ne sont pas autorisées de faire dans le champ social, qu'elles se disaient quelque chose comme « je ne peux pas tuer quelqu'un directement, mais je peux tuer quelqu'un en votant pour des partis qui vont l'exposer un peu plus à la mort et à la mutilation ». Autrement dit, le projet d'une critique de la démocratie est indistinctement un projet politique et éthique, une prolongation du combat nécessaire contre les forces de la mise à mort et de la mutilation. Dans cette vidéo pour Blast, je me suis consacré à montrer comment nous devons réfléchir à repenser le pouvoir politique, à instaurer des contre-pouvoirs pour contraindre le champ de l'action politique à partir de certaines normes et de certains acquis de la science. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de radicaliser ce geste d'interrogation des institutions de la démocratie elles-mêmes, en envisageant la possibilité non pas seulement de limiter les pouvoirs démocratiques, mais de redéfinir complètement la forme des institutions et la philosophie qui les fondent, et notamment d'interroger les principes de l'élection et des assemblées comme technique de gouvernement. Peut-on inventer d'autres institutions que les institutions démocratiques ?